Alors, bonjour à tous, mon nom est Christophe Baroneid. Je suis vraiment heureux de vous accueillir ici dans la taproom de la brasserie de Jean Blou, qui est un projet communautaire né à l'initiative des étudiants qui, voici plus de 30 ans, commercialisaient la bière d'abbaye de Jean Blou. Et nous nous sommes réunis avec les étudiants, les alumni, des professeurs, l'université et d'autres partenaires, dont une coopérative AgroJamblou Invest qui soutient les projets entrepreneuriaux de nos alumni et de nos étudiants, pour fonder une brasserie dans laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir. Alors, en quelques mots, et vous aurez l'occasion de visiter, donc, il s'agit d'un bâtiment neuf avec des équipements de brasserie professionnels. L'ensemble de l'investissement représente de l'ordre de 3 millions d'euros et nous sommes aujourd'hui capables de vous proposer une gamme de 7 bières qu'on espère voir grandir. Et donc, nous vous accueillons aujourd'hui de manière à permettre à Nicolas et son équipe de vous présenter le projet Street Brewers. Et donc, je prends la parole au nom de WSL, qui est un incubateur technologique au sein duquel je travaille comme business coach avec mes collègues Laurent, Vincent, Pascal. Et le métier de WSL est d'accompagner les personnes qui souhaitent créer une entreprise ou de jeunes entreprises dont le cœur de métier touche aux sciences de l'ingénieur et à l'innovation technologique. Et on est typiquement dans ces sujets-là, puisque la proposition de Street Brewers est de mettre au profit la technologie pour vous proposer des bières. Je passe la parole à Dorothée. Oui. Donc, mais justement, un petit résumé de ce que fait WSL. Hein. Donc, typiquement, on est dans l'innovation technologique et notre travail consiste à accompagner les porteurs de projets et les dirigeants dans l'ensemble des composantes de l'entreprise, leur permettre de progresser d'un point de vue technique, terminer le prototype, de commencer à développer une stratégie commerciale, à obtenir des premières ventes, jusqu'à développer un business model qui permet à l'entreprise d'être rentable à long terme. Et nous accompagnons le porteur de projet et les dirigeants dans les autres composantes qui touchent à l'actionnariat, au financement, à la gouvernance, à la gestion d'équipe, à l'organisation interne et d'autres sujets qui vont faire en sorte que l'entreprise pourra connaître le succès. Et donc, je passe la parole à ma consoeur Dorothée pour présenter le Smart Gastronomy Lab. Alors bonsoir à tous, donc moi je suis Dorothée Goffin, je suis la directrice du Smart Gastronomy Lab qui se trouve juste à côté ici. Et donc on accueille en fait Street Brewers pour faire justement ces étapes de proof of concept de leur machine. Et donc le Smart Gastronomy Lab, c'est en fait une structure d'innovation dans le domaine alimentaire. Donc on est au sein de l'écosystème de Wallonie Entreprendre. Je peux passer à la suivante. Et donc, en gros, on accompagne en fait les porteurs de projets dans le domaine food et les entreprises à pouvoir développer de nouveaux produits alimentaires. Donc, on est surtout actif dans tout ce qui est prototypage, phase de test et identification du besoin du consommateur. Et à côté de ça, on a aussi un laboratoire de recherche où on fait de la recherche appliquée sur voilà des nouveaux ingrédients, sur le comportement du consommateur. Donc, si vous allez le voir, en fait, là où Street Brewer est intégré pour le moment, c'est notre futur restaurant expérimental dans lequel on va justement pouvoir tester de nouveaux produits auprès du consommateur et voir quel est leur retour. Donc, on aide ces porteurs de projets à développer des nouveaux produits, à les valider et vraiment concrétiser finalement la proposition de valeur qu'ils ont. Donc, on est vraiment au bout de la chaîne. Et à côté de ça, on a des incubateurs comme WSL qui s'occupent de la partie plutôt financière. Et donc, comme ça fait le produit et le marché qui peuvent finalement se rencontrer à un moment. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée du coup. Ah, il y a encore un slide. Ça résume. Voilà, ça résume tout ce que je viens de dire. Donc, on fait tout ce qui est analyse technique de l'univers du produit. Donc, comment positionner votre produit dans ce qui existe déjà. Le prototypage en lui-même, où on valide finalement le produit pour qu'il soit commercialisable. Et puis, les phases de test auprès du consommateur, où on va tester, voir le retour du consommateur, soit en analyse sensorielle, ou soit avec des technologies un petit peu plus spécifiques, comme nos plateaux connectés, qui permettent de voir le comportement du consommateur. Donc voilà, en gros, c'est de pouvoir finalement faire des produits
qui sont plus durables, qui sont meilleurs pour la santé et qui correspondent vraiment à ce que le consommateur veut avoir dans son assiette. Voilà. Tout un programme. Stéphane, tu m'entends? Ok. Nous y sommes. Merci au WSL, merci au Jean Blobir, merci au Smart Gastronomy Lab. Les locaux sont fantastiques. Vous aurez l'occasion de visiter tous les locaux. Alors, quel est l'objectif de l'event? Ici, en fait, il faut savoir que dans une start-up, quand vous travaillez pour une start-up ou avec une start-up, c'est toujours la course. Et donc, on a pensé que c'était un bon moment de faire une pause et d'apprécier tout le travail qui a déjà été réalisé et tous les gens qui ont contribué. Je pense à la mise au point du concept, à la mise au point du prototype, l'évaluation du marché et aussi préparer la suite, donc trouver les investissements et mettre notre produit sur le marché. Donc, on est un petit peu à un moment charnière. Je vous ai parlé de concept. Alors, je vais vous expliquer ce qui nous a amené jusqu'à ce concept, en quoi il consiste. Pour arriver à ce concept, il faut 4 ingrédients. Il faut une petite brasserie. Il faut une plateforme cloud, une équipe prête à toute épreuve et une communauté d'experts chez qui vous pouvez aller demander des infos en échange parfois et souvent d'une bonne bière. Alors, la mini-brasserie, en quoi elle consiste, vous la verrez là-bas. Pour l'instant, c'est une brasserie qui sait produire plus ou moins 30 litres de bière. L'objectif est de faire de brassins de 70 litres de bière. Et à terme, elle sera même capable d'enchaîner 4 brassins pour pouvoir alimenter directement des fermenteurs de 300 litres de bière. Elle est petite, mais totalement industrielle et automatisée. Vous avez 5 capteurs de température, 2 capteurs de niveau, vous avez une pompe, vous avez un capteur de conductivité, débitmètre, 15 vannes automatiques. Faut savoir que cette petite brasserie-là ouvre et ferme des vannes sur tout le processus 250 fois. Donc, quand vous devez faire ça manuellement, il faut vraiment être très concentré. Voilà. Cette petite brasserie automatisée, on la combine avec une plateforme cloud. La plateforme cloud, elle a été mise au point par Annabelle Energy, une société que j'ai démarrée en 2015. Et nous avons travaillé sur, au départ, c'était pas vraiment une plateforme, à la fin, c'est devenu une plateforme, n'est-ce pas, avec les gens de la DGO6 qui sont devenus la SPOE, que je remercie infiniment pour leur aide. Et là, nous avons mis vraiment, nous avons exploité à fond le 4.0. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la révolution 4.0. On parle tout le temps de 4.0, mais peu de gens savent vraiment ce que c'est. Donc nous, on l'a exploité à fond. On a amené toute l'intelligence dans le cloud et le cloud discute avec, donc cette intelligence, ce sont des programmes, hein, discute avec l'installation, le site, où nous avons vraiment réduit l'intelligence au minimum. Des capteurs de température, des vannes, des moteurs, c'est tout. Et ça, c'est possible grâce à la connectique qui a été améliorée. Donc la connectique, Wi-Fi par exemple, tous les data, les échanges de data se font de manière beaucoup plus rapide et stable. Ça n'existe que depuis une dizaine d'années. C'était pas possible avant. Et en plus, cette plateforme ou cette intelligence, ces programmes vont discuter avec l'intelligence artificielle. Et là, Philippe Mac viendra expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et cette intelligence artificielle pourra justement traiter énormément de data. Donc maintenant, la puissance des machines permet de traiter énormément de data et de suggérer des solutions pour les programmes qui vont gérer la brasserie. Ici, vous avez un exemple, enfin, comment la plateforme de Annabelle est réalisée. Donc, l'objectif, c'est de contrôler des process et des réseaux de process de manière temps réel. Le process est très important, sinon on ne se différencie pas de nos concurrents. Ce ne sont pas juste des applications, ce sont vraiment des procédés industriels. Ici, en l'occurrence, une brasserie, mais ça pourrait être une machine à café, une piscine, n'importe quoi. Vous voyez à droite les sondes, je vous en ai parlé, un capteur de température, une vanne. L'info de capteur de température est envoyée via un remote I/O, c'est une entrée déportée, et qui communique avec le cloud. Donc elle ne fait que envoyer des informations vers le cloud,
Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas qu'elle fait partie d'une brasserie, cette pauvre sonde de température. Ensuite, le contrôleur que vous voyez là-bas, là, c'est tous des programmes qui vont envoyer les informations en retour vers le site. Par exemple, vers la vanne pour dire ouvrir ou fermer. Il n'y a plus d'intelligence en local. Tout est dans le cloud. Et ensuite, il y a d'autres éléments qui peuvent tourner dans le cloud. Une base de données qui va stocker les données d'une installation qui tourne 100 fois, de 100 installations qui tournent 100 fois. Les analyses de données vont se faire sur cette base de données. On va faire du dashboarding, etc. Le sky is the limit. Donc, l'avantage de ramener tout ça dans le cloud, c'est vraiment la flexibilité et c'est de pouvoir tenir compte dans le futur de tout ce qui va être développé qu'on ne connaît pas encore. Ça, c'est vraiment la puissance du cloud. Si demain, un Chinois a décidé a développé une application qui peut nous aider, grâce à cette structure-là, on peut l'intégrer directement. Donc, on ne fournit pas un produit fini, figé, et qui est dépassé après un an. Non, le produit va continuellement évoluer. Je vous expliquerai de manière software et hardware. Cette plateforme cloud a été testée à l'échelle industrielle sur une station d'épuration, parce qu'à la base, ça a été fait pour améliorer l'efficacité de station d'épuration. Sur la station d'épuration à Bruges, Brouwerij Halvermaan, où nous avons géré toute la production et la valorisation du biogaz. Donc c'est quand même une installation à 500 000 € qui a tourné avec cette même plateforme avec tous les dangers du biogaz. Donc ça a quand même tourné pendant 5 ans là-bas, je pense que ça fonctionne. Et maintenant on est en train d'installer à la fromagerie du Gros-Chêne une station d'épuration complète basée sur le même principe, tout dans le cloud. On a par exemple, rien que pour gérer tout ça, une quarantaine de vannes, 5 pompes, rien en local, aucune intelligence en local. Pour cet aspect puissance du data, j'appelle à la barre mon ami Philippe Mac, où est-ce qu'il est? Ah voilà, voilà. J'avais dit à la barre, pas au bar. Voilà, qui va vous expliquer, et puis je reprends la main après, mais qui vous a expliqué plus clairement l'intérêt du data et les collaborations possibles entre sa société et la nôtre. Merci Nicolas. Alors, voilà, je ne sais pas si on va bien m'entendre comme ça sur le micro, mais je remercie d'abord Nicolas de m'avoir donné l'opportunité de venir vous présenter un peu ce que fait Pipit. Alors, je suis revenu un peu à mes premières amours aussi, puisque le WSL, je connais bien, puisque Pipit a été hébergé au WSL il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, on était aussi au tout début de l'encadrement des sociétés technologiques qui venaient à l'époque, c'était du Centre spatial de Liège. Alors nous, on venait pas du tout du Centre spatial de Liège, on venait d'un département d'université à Liège qui travaillait beaucoup à l'époque dans l'analyse de données et en particulier l'intelligence artificielle. Et en jeune ingénieur à l'époque, on a eu un peu cette idée un peu folle de développer une société dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont entendu parler d'intelligence artificielle. Alors, il y a 20 ans, pas beaucoup de monde connaissait ce terme d'intelligence artificielle, même si ça existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ce terme-là. Alors, c'est devenu évidemment beaucoup plus populaire. Quand on a développé notre activité, l'idée, c'est d'amener ces outils-là dans le monde industriel. Alors moi, à la base, je suis un ingénieur électromécanicien, donc je suis pas nécessairement né dans la donnée au départ. D'ailleurs, je détestais la statistique dans les cours, mais j'ai découvert ces outils-là et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire parce que ça permettait finalement d'amener énormément d'outils intéressants une fois qu'on commence à disposer de beaucoup de données. Nicolas, c'est ce qu'il a pu expliquer auparavant, c'est qu'il a mis en place cette plateforme-là qui génère énormément d'informations et cette information-là, il faut être capable de la gérer. Alors quand on est dans un milieu industriel, effectivement, on a toute une série d'applications qui existent et qui sont construites sur un matériau de base qui est la mesure industrielle. Alors si vous êtes dans une brasserie industrielle, on a facilement plusieurs dizaines de milliers de capteurs qui mesurent en continu. C'est un peu comme dans une salle d'urgence, hein, dans un hôpital, hein, on met sous monitoring tout le processus de production. Vous imaginez que ça génère énormément de données, et ces données-là, au final, elles sont très peu exploitées. Donc, l'idée à l'époque, c'était de se dire, on va déjà exploiter toutes ces données-là pour pouvoir essayer d'être beaucoup plus efficace dans un processus de production industrielle.
Alors, être plus efficace, c'est quoi? C'est d'abord de réduire tous les gaspillages dans une usine. Je peux vous dire que des gaspillages, il y en a énormément. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'énergie, on va beaucoup parler de CO2, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a tous les gaspillages de matières premières, tous les gaspillages de temps, hein, parce qu'une machine tombe en panne et puis voilà, toi, elle tombe en panne, elle ne produit plus, mais on continue toujours peut-être à payer le prêt pour pouvoir l'utiliser. Donc il y a énormément d'utilisation intéressante pour l'exploitation. Et quand aujourd'hui de la réindustrialisation, parce que bon, évidemment, on a vécu une époque où tous les industriels partaient en Asie parce que ça coûtait moins cher. Le digital permet déjà ça, c'est de pouvoir récupérer une compétence en Europe qui nous permet de produire des produits à un coût qui est raisonnable par rapport à ce qu'on peut faire dans des pays où la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Alors quand Nicolas m'a parlé de son projet, j'ai trouvé ça absolument génial parce que on est confronté à une chose, c'est que oui, moi quand je parle d'intelligence artificielle, je sais de quoi je parle, enfin je sais plus ou moins. Moi, je m'occupe de la vente, hein, donc quand on est vendeur, on fait semblant qu'on connaît. Mais bon, l'idée, évidemment, c'est de pouvoir avoir des personnes sur une ligne de fabrication qui comprennent en fait ce que c'est l'industrie 4.0, parce que ça reste pour beaucoup de personnes, ça reste des concepts. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que ça permettait de former en fait toute une série de personnes au niveau industriel qui utilisent un smartphone, mais sur le terrain, comment est-ce qu'on utilise toutes ces données-là? Comment est-ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on utilise de l'industrie 4.0? Comment est-ce qu'on utilise des connexions sans fil? Avec toute une série de contraintes qui sont liées au fait que quand on est sur une ligne de production industrielle, on n'est pas confortablement assis dans un canapé. Il y a beaucoup de contraintes industrielles qu'il faut gérer. Et donc, je trouvais que ce concept-là de se dire, on va pouvoir prendre toutes les données qui sont gérées par toutes ces mini-usines finalement, hein, qui sont des mini-brasseries, les connecter ensemble et puis de pouvoir automatiser tout ce traitement de la donnée, cette préparation de la donnée pour pouvoir quelque part améliorer toutes les recettes, pour pouvoir former aussi les personnes à l'utilisation de ces outils-là. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Et ça, quand Nicolas m'en a parlé, je me suis dit, oui, on a travaillé avec des clients qui essayaient de faire des usines qui chauffaient de l'eau puis qui refroidissaient de l'eau, d'autres qui faisaient du jus soi-disant imbuvable. Je me suis dit, là, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut, nous, pouvoir aussi utiliser ce genre d'application-là pour montrer qu'on peut effectivement utiliser du digital et qu'on peut former aussi des gens à utiliser ce digital-là pour répondre à toute une série de problématiques. Alors ça peut être, par exemple, de détecter une anomalie de fonctionnement. Donc si je suis sur une... Your brewery is ready. Make sure malt and hop are in place. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est de détecter évidemment. Ouais, voilà. Mais oui, mais pourquoi? Et donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir détecter de manière suffisamment précoce que je vais avoir une défaillance d'une pompe, que je vais pouvoir aussi créer ce qu'on appelle un jumeau digital, c'est-à-dire une copie conforme de mon usine, mais d'une manière digitale. Comme ça, je vais pouvoir tester des nouvelles recettes, je vais pouvoir tester un nouvel équipement sans devoir faire un changement sur l'usine en pratique. Donc il y a toute une série d'applications qui sont évidemment intéressantes à partir du moment où on collecte les données et où on les centralise. On va pouvoir comparer différentes installations. Donc ça, c'est évidemment l'outil qui nous va nous intéresser aussi pour pouvoir automatiser évidemment beaucoup plus efficacement l'exploitation des données. Et donc, pour terminer, je pense que l'idée, alors je suis désolé, j'ai tel réflexe de faire des slides en anglais, donc je les ai fait en anglais, mais bon, l'idée c'est évidemment de pouvoir utiliser ce genre de plateforme-là, mais en s'amusant, entre guillemets, parce qu'évidemment, quand on parle de digital et d'industrie 4.0 et d'intelligence artificielle, boring pour beaucoup de personnes qui sont sur le terrain. Donc il faut le faire de la manière la plus amusante possible. Et il y a un côté que je trouve assez ludique à ce genre d'installation qui permet non seulement en fait de comprendre le digital, mais de sensibiliser aussi
les écoles à comment est-ce que digital, à des écoles d'ingénieurs, comment est-ce que le digital peut être utile, à des industries qui vont aussi pouvoir comprendre en s'amusant pourquoi c'est important de définir toute une série d'indicateurs de performance comme la consommation d'énergie par unité de bière produite. Donc de pouvoir vraiment travailler sur les aspects très importants de la donnée et comment exploiter ces données-là de manière utile. Donc je trouve que c'est vraiment un projet que j'ai trouvé assez chouette à ce niveau-là. Alors je sais pas comment ça va se passer parce que le monde de l'entrepreneuriat a plein d'incertitudes, mais en tout cas je souhaite énormément de succès à Nicolas et toute son équipe sur ce projet-là parce que je le trouve vraiment très intéressant, plein de potentiel. Et en tout cas, moi, je suis de toute façon excité à pouvoir y contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, merci Nicolas de m'avoir donné cette opportunité et good luck, comme on dit. Bonne chance pour le projet. Je prends la parole. Ok, merci Philippe. Il y a une chose dont il n'a pas parlé et dont je voulais parler 2 secondes, c'est Philippe, ton fameux tunnel, là, le tunnel de data. On pourra tester les brasseries à distance en les faisant passer dans un tunnel de data, et si tous les données restent dans ce tunnel, par exemple température entre telle et telle donnée, etc., alors là, on peut en fait faire un pré-test à distance, et vous utilisez ça pour les éoliennes, je pense, en mer. Hein. Voilà. Ok. Ok, on passe à l'ingrédient numéro 3 et 4. Donc l'équipe, Stéphane van der Heyden, qui est là-bas derrière, que je connais depuis 14 ans, voilà, qui a rejoint Street Brewers et qui s'occupe vraiment de l'aspect technologique. Donc c'est notre savant fou qui n'arrive jamais à prendre un train à l'heure. Il faut toujours aller chercher la voiture. Hendrik, Hendrik Keuns, que je connais depuis 22 ans. On a travaillé ensemble. C'était mon parrain chez CFE il y a 22 ans, qui va s'occuper de l'aspect opérationnel. Claudia, qui nous a rejoint, qui est là, qui nous a rejoint très récemment, que je connais aussi depuis 20 ans. Et puis, elle s'occupe plus de l'aspect marketing. Et puis moi, je fais voilà tout ce que les autres ne veulent pas faire, ça vient chez moi. Et alors on est entouré par toute une série d'experts. Là, j'ai mis juste quelques noms, mais je pourrais vous en mettre 30. Je vois Eric qui me regarde fâché parce que son nom n'est pas dessus. Eric m'a aidé énormément. Alors, je vais pas passer tout le monde en revue, mais pour le process, les mécaniques, etc. Voilà, on a une énorme équipe avec plein de bonne volonté qui nous aide. Je vais juste parler un petit mot au niveau des brasseries, process. Voilà, on a rencontré une équipe de jeunes brasseurs, voilà, qui est là, une équipe de 4 jeunes motivés qui vont commencer leur société. Et voilà, ils ont pas mal de compétences chez eux, et je pense que ça va être très intéressant de collaborer. Donc il y a pas mal de collaborations avec Pépite, de Philippe, avec leur société de brasseurs, etc., qui pourraient se mettre en place. Alors, le fameux concept. Au centre du concept, on a cette fameuse brasserie automatisée reliée au cloud, ça on l'a déjà dit, et à cela, on ajoute la notion de réseau. Les machines, d'une part, seront connectées en réseau, ils vont échanger des données pour faire profiter à chaque machine de l'expérience collective de toutes les données de toutes les machines. Et d'autre part, il y aura un réseau ou une communauté d'utilisateurs qui eux vont aussi s'échanger des idées pour pouvoir améliorer la brasserie. Donc l'objectif est en permanence d'améliorer, améliorer, améliorer. Si demain, je ne sais pas moi, un Mexicain nous dit « Ah, c'est dommage, si vous avez mis une vanne par là, ça serait beaucoup plus efficace », pas de problème, on la change, on met à jour le programme dans le cloud et on est reparti. Et donc on aura toujours la dernière brasserie à jour. Cet aspect de partage pour faire évoluer les choses, je pense que ça se retrouve dans chez pas mal d'entre nous. Hein, je regarde aussi les brasseurs. C'est vraiment au cœur du concept de l'idée Street Brewers. Et ça se retrouve dans notre vision, mission et valeurs. Si vous prenez la vision Beer Experience Planet Driven to Excellence, l'aspect planète reprend la communauté, les gens,
toute la planète qui va aider à faire améliorer la brasserie, mais il y a aussi une composante environnementale, et ça, j'y reviens après. Alors, tout ça c'est bien, mais est-ce que c'est innovant? Oui, il y a tout un certain nombre d'aspects innovants. Je vais un peu accélérer parce que sinon, on va jamais commencer le brassin. L'aspect local est très important. Ça doit pas être installé dans une cave, ça doit être installé dans l'espace du restaurant ou du brewpub. Alors l'aspect carbon footprint, très important, parce que beaucoup de brasseries disent nous on va réduire notre empreinte carbone et on va être carbone neutre. Sauf que la brasserie elle-même, elle est responsable de 14% des émissions CO2. Le transport de la bière et l'embouteillage sont responsables de plus de 50% des émissions CO2. Donc, nous, on veut plus de local et donc éviter en fait ce transport de bière et de conditionnement et plutôt échanger des recettes et brasser localement. Elle sera facile d'utilisation. L'objectif est vraiment de pas être un grand savant pour pouvoir l'utiliser. Une intervention au début, une petite intervention au milieu. Important, c'est le côté upgradable. Donc, on pourra passer parce que je la considère comme une nano-brasserie. Une nano-brasserie, c'est une brasserie qui fait des brassins d'une centaine de litres, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les ordres de grandeur. Une micro-brasserie, comme ici, on parle de 1000 litres, un brassin de 1000 litres. Et Pico, c'est un brassin, on va dire, de 10 litres, là, au niveau du seau. Et l'avantage de cette brasserie, c'est qu'elle pourra permettre aux gens de passer de l'échelle Pico à l'échelle micro. Il n'y a pas vraiment cet élément intermédiaire. Et donc, la plupart des gens qui mettent en place une brasserie, enfin, une recette, soit ils doivent aller la faire brasser chez quelqu'un d'autre, soit ils doivent faire des lourds investissements. Voilà, tu es au courant, hein, des lourds investissements qu'il faut pour une brasserie, et toi aussi. Affordable, profitable, on essaie de réduire le prix d'accès à cette brasserie en justement mettant une partie du coût dans le software, dans l'utilisation, pour que c'est du B2B, hein, donc les personnes qui utilisent la brasserie, ben évidemment, ça va être un coût, mais en même temps, ce sera un revenu, donc ce sera plus facile. On va pas directement demander 100 000 euros. Footprint, j'en ai parlé, ça doit être petit. Voilà, j'ai quelqu'un qui connaît bien l'Asie du Sud-Est et là-bas, chaque centimètre carré, enfin au Luxembourg, je pense que c'est la même chose, chaque centimètre carré est important, donc il faut que ce soit réduit. Industriel, j'en ai déjà parlé, hein, une automatisation, qualité et robustesse du niveau industriel, répétabilité non seulement sur la machine, mais sur toutes les machines, ce qui va permettre des collaborations. La communauté, j'en ai déjà parlé, et l'obsolescence, pas d'obsolescence programmée, donc c'est une brasserie qui évoluera, vous ne devez pas la jeter à la poubelle une fois qu'il y en aura une meilleure, non, parce que ça sera toujours elle la meilleure. Et il y aura un marché de seconde main et de reconditionnement. Alors, quand on parle de street brewers, tout le monde dit encore une microbrasserie, c'est complètement saturé. Oui, peut-être, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en Europe, pour l'instant, il y a 15 000 microbrasseries. Chaque année, ça augmente de 10%. Donc ici, cette année, il y a 1500 nouvelles brasseries. L'Europe représente 40% du marché. Donc vous imaginez, dans le monde, il y a peut-être 4000 microbrasseries. Qu'est-ce que je dis moi? 15 000, 40 000, pardon. Et donc ça continue d'augmenter. Mais c'est clair que ça va pas pouvoir augmenter indéfiniment. Et à un moment donné, on va arriver à un point de saturation ou à un point d'équilibre, taille, quantité de microbrasseries. La taille maximum sera surtout limitée par l'extension géographique. À un moment donné, chaque kilomètre en plus deviendra très cher pour le microbrasseur parce que la distribution est cadenassée par le Big Beer. Et la taille minimum, elle est délimitée par la rentabilité. Il y a un niveau en dessous duquel on ne peut pas descendre, sinon on n'arrive pas à survivre en tant que microbrasseur. Et pourtant, aux États-Unis, qui ont 10 ans d'avance sur nous, hein, les microbrasseries, ça avait déjà commencé bien avant, puis c'est arrivé chez nous. Aux États-Unis, cette progression continue quand même, mais sous forme de brewpub. Donc un brewpub, c'est une forme encore plus locale que la microbrasserie. Donc au lieu d'être au niveau plutôt d'une ville,
on va vraiment encore au niveau d'un quartier, par exemple. Et donc là, il y a encore une marge de progression énorme, parce que une microbrasserie qui disparaîtrait peut laisser la place à 5 brewpubs. Donc voilà, encore de la marge. Le brewpub, la définition du brewpub, c'est un endroit où minimum 75% de la production est brassée localement. Et nous, on pense vraiment que pour que le microbrasseur puisse survivre, au lieu de s'étendre géographiquement, il doit se recentrer sur moins de territoire, mais intégrer verticalement la production, donc la brasserie, et la vente dans un même endroit qui est le brewpub. Ce qui permet d'avoir une approche plus locale et de combiner les marges de la production et de la vente. Nous avons mis au point une gamme de produits pour nos deux segments, les deux segments visés, les brewpubs et les beer pairing restaurants. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sinon ça va traîner. Alors la concurrence, on n'a pas vraiment trouvé de machines semblables sur le marché. Celles qui ont la même taille sont manuelles et celles qui ont la même automatisation, degré d'automatisation, sont beaucoup plus grosses. Nous avons comparé notre brasserie aux brasseries traditionnelles et nous avons traduit les avantages, les inconvénients en coût au litre. Et vous remarquez que chez nous, le software, en fait, compense la main-d'œuvre à prix égal, mais permet de s'affranchir en fait du main-d'œuvre qui est difficile à trouver et difficile à garder. Et ensuite, on a aussi chez nos concurrents, les erreurs de manipulation ou les cips ratés, parce que nous, tout notre nettoyage se fait de manière automatique. Et les brasseurs savent bien que si on rate les cips, on ne réussit pas toujours les brassins. Ça augmente le prix de la bière, puisqu'il faut l'amortir sur les brassins réussis. Et alors, il y a aussi l'aspect empreinte au sol, puisque nos concurrents ont une empreinte au sol plus grande, et donc un espace client plus petit, et donc un manque à gagner. Ah, voilà. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous détendre de 2 minutes qui va vous expliquer en résumé tout le concept et après, je vous reviens. Donc, Stéphane, attention au son. A world that many like to drink, but few dare to brew. I'm Nicolas, and as an amateur brewer from Belgium, I know from first-hand experience how time-consuming it is to brew your own beer. I've spent countless hours in my backyard trying to brew the perfect beer. And I'm not the only one. The world is going local and demanding more locally crafted beer. This is to revive local traditions and local tastes, but also to reduce emissions in an industry that is far from being carbon neutral. But there's a problem. Local also means small volumes and no economies of scale, which puts smaller breweries at a strategic disadvantage. We think the solution to this is your local brewpub. Brewpubs have the potential to increase margins in brewing, increase transparency, and build lasting communities. But as it turns out, running a brewpub currently requires qualified people to oversee the brewing process. This makes pub owners dependent on staff, which is hard to find and keep, and cuts into the pub's margins. We want to change this and enable more brewpubs to brew their own high-quality beer without the headaches involved. Here's how. Our solution automates the complete brewing process, from water intake to fermentation. While guests enjoy their beer, the automatic brewing process unfolds right in front of them. Taps open, valves rotate automatically, and brew up to 300 liters of high-quality beer per day, requiring only a few square meters of space. Pub owners can meanwhile focus on serving their guests. They have complete oversight of the process at all times via mobile app and can tweak ingredients, temperatures, or fermentation time if necessary. This connected brewing process will allow creative brewers to exchange, sell, or rent recipes with the greater brewing community on a secured online marketplace. This way, a brew bar in Tokyo can buy a recipe from a Belgian brewer and automatically brew a beautiful IPA right in front of their guests. Pub owners will be able to craft the perfect beer, automate the brewing process, and serve quality beers to their guests. This is what the automated, decentralized future of brewing can look like. Join us on this journey to bring brewing back to the streets. Street Brewers. Love beer, love people.
Voilà. Beer. One of the Oula. Voilà, on est presque à la fin. Donc j'avais dit que c'était la charnière entre tout ce qui a été réalisé et la suite. Quelle est la suite? Ben, participation à un crowdfunding avec la plateforme Spreads. On va lancer le crowdfunding plus ou moins dans un mois. Et puis la collaboration avec nos premiers clients. On a ici dans la salle un certain nombre de clients intéressés. Et je remercie Joe qui est venu de fin fond du Luxembourg, 200 km. Et je remercie aussi Vicky et Kevin qui sont venus de Ostende, bedankt om te komen, aussi loin pour venir voir notre installation. Ils sont là. On a aussi Aimé, qui est responsable pour la saison de mai, la société Harelbière, qui est intéressé de brasser lui-même sa bière à Arlon. Et puis Michael, qui a beaucoup d'expérience dans le marché du sud-est asiatique et qui voit un grand potentiel. Donc on compte sur lui pour nous enrichir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ici, bon, le programme, on a un peu décalé, mais l'idée est de vous séparer en 3 groupes. Il y a le groupe 1 qui sur le numéro de 1 à 10, groupe 2, numéro de 11 à 20, groupe 3, 21 à 30. Et vous avez 3 ateliers. Visite microbrasserie. Alors pour ceux qui ont écouté, la microbrasserie, c'est quelle taille? C'est celle-ci. Zito Session, c'est chez Hélène. Où est Hélène? Hélène. Voilà, elle est partie. Là-bas, ok. Hélène est notre zytologue. Il va vous faire découvrir des combinaisons bière et repas. Elle vient de passer? Ah oui, c'est ici, voilà. Et alors, on a la visite de la nanobrasserie. Donc ça, c'est notre brasserie qui est là-bas au Smart Gastronomy Lab. Et toutes les demi-heures, on viendra vous chercher pour changer d'endroit. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez déjà, après un quart d'heure, la brasserie, vous pouvez venir ici pour une petite bière. Ok? Ça va. Merci beaucoup pour votre attention.